Alors, on se retrouve pour cette quatrième vidéo et dernière vidéo du module de présentation des aspects juridiques de la création d'entreprise pour une activité libérale dans le domaine de la relation d'aide. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au point de vigilance à avoir lorsque on exerce spécifiquement dans ce secteur du bien-être et de la relation d'aide. Pourquoi? Parce qu'il y a des proximités avec d'autres professions qui, elles, sont strictement réglementées et donc il va s'agir de bien respecter euh, le champ des activités réglementées et en aucun cas de procéder à des formes d'empiètement. Donc, le premier risque qu'on peut énumérer, c'est l'infraction donc, qui concerne l'exercice illégal de la médecine. Donc, cette infraction, elle est décrite dans le Code de la santé publique à l'article L 4161-1 et donc sérieusement voilà, hein, sanctionné hein, d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende susceptible donc d'atteindre 30 000 euros. Et elle va pouvoir être mise en jeu dès lors que le praticien donc empiète sur le secteur réservé à la médecine. Ce secteur, il va concerner deux choses en particulier. Donc la première, c'est le diagnostic qui est strictement réservé aux médecins, et le deuxième, c'est le traitement d'une maladie qui est lui aussi complètement réservé au domaine médical. Le diagnostic, on va en donner une définition, c'est l'acte par lequel le médecin, groupant les symptômes qu'offre le malade, les rattache à une maladie ayant sa place dans le cadre nosologique. Le traitement, lui, c'est l'ensemble des moyens thérapeutiques et des prescriptions hygiéniques employées dans le but de guérir d'une maladie. Donc on voit bien que l'exercice réservé à la médecine concerne le diagnostic et le traitement de maladies et non des affections bénignes. Par contre, la loi ne définit pas la distinction entre la maladie et l'affection bénigne, et de sorte que la frontière entre les deux est parfois difficile à établir. Donc c'est pourquoi il faut observer une vigilance assez générale, parce que c'est tous les éléments de contexte, tous les vocabulaires qu'on va pouvoir utiliser qui, une fois rassemblés, vont permettre d'aller constituer ou non cette infraction. Une chose voilà, sur laquelle j'attire particulièrement votre attention, c'est que vous serez certainement confronté à des clients qui vous demanderont, qui vous solliciteront et qui voudront avoir votre avis sur l'opportunité ou non de prendre un traitement qui a été prescrit par leur médecin traitant, en disant peut-être voilà, moi j'ai pas envie de prendre ce traitement-là que je trouve trop invasif, etc. Alors là, il faut que votre position soit extrêmement claire. Vous n'avez aucun avis à donner sur l'opportunité d'un traitement médical qui a été prescrit par un médecin. Donc là, c'est une fin de non-recevoir. Il faudra être très clair avec votre client pour lui dire que vous ne vous prononcerez pas d'une façon ou d'une autre sur l'opportunité de prendre ou non ce traitement, et que cette question doit être envisagée avec son médecin exclusivement. Alors, deuxième, deuxième infraction qui est susceptible d'être utilisée comme fondement dans le cadre voilà, d'une procédure à l'encontre d'un praticien, ça va être l'usurpation de titre. Donc cette infraction, elle est prévue dans le Code pénal à l'article 433-17. Et elle va viser donc l'utilisation d'un titre qui est attaché à une profession dite réglementée. Donc là, on n'est pas uniquement sur la profession de médecin. On est sur toute profession réglementée qui impose un diplôme d'État, voilà, pour être exercé. Donc, par exemple, les psychologues,
Donc là, si, dans votre communication, verbale ou, écrite, vous, sous-entendez, vous utilisez un titre qui est réservé à une profession, réglementée ou à une profession qui implique l'obtention d'un diplôme d'État, et bien là, vous pouvez être, recherché sur le terrain de l'usurpation, de titre. Et puis, dernière infraction qui est importante à mentionner, qui se situe, elle, dans le droit de la consommation, mais qui est néanmoins voilà, des applications très concrètes hein, dans le domaine de la relation d'aide, c'est tout ce qui va concerner les pratiques commerciales trompeuses. Donc là, on trouve le fondement dans le Code de la consommation, dans l'article L 132.1. Et c'est le fait donc pour un praticien d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de service hein, qu'il propose est de nature à guérir des maladies et des dysfonctionnements ou même des malformations. Donc là, la sanction, elle est de 2 ans d'emprisonnement et l'amende peut atteindre jusqu'à 300 000 euros. Donc, il va être important dans la communication de ne jamais sous-entendre que vous allez guérir une maladie, quelle qu'elle soit, et également de ne pas vous engager sur un résultat. Voilà, il va être important dans la façon de présenter votre accompagnement, de montrer les vertus, les bienfaits que cela peut avoir, mais sans aller sur le terrain de garantir un résultat parce que nécessairement, voilà, les outils pourront être d'une extrême efficacité pour quelqu'un et puis un peu moins pour quelqu'un d'autre. Et voilà, si la communication est catégorique sur le fait que le résultat sera atteint, la personne qui, elle, voilà, a un résultat qui correspond, qui est en deçà de ces attentes pourrait enclencher voilà, une procédure sur le terrain de la publicité trompeuse. Donc on n'est pas sur un risque théorique, hein, parce qu'en pratique, on constate que les autorités françaises contrôlent et sanctionnent de plus en plus les praticiens dans le domaine de la relation d'aide. Donc on a un rapport de l'autorité qui est en charge de ces contrôles, donc il s'agit de la DGCCRF, et on a un rapport qui date de 2019 et là, donc on avait pu identifier que les 2 tiers hein, des praticiens qui avaient été contrôlés, donc il y en avait au total un peu plus de 600, eh bien présentaient au moins un manquement aux règles. Hein. Donc voilà, des avertissements, des injonctions de mise en conformité, des procès-verbaux et puis même des transmissions hein, au parquet ont été diligentés et on a pu noter un taux d'anomalie qui était de l'ordre de 68%. Alors, quels sont, maintenant qu'on a voilà, vu un petit peu tous les risques, quels sont finalement les pratiques à proscrire et puis les pratiques au contraire à encourager pour voilà, être sur ce plan-là, être bien clair dans sa posture. Eh bien, les pratiques déjà à éviter, hein, ça va être d'indiquer ou de sous-entendre hein, simplement que vous traitez ou que vous guérissez des maladies. Voilà, ça c'est absolument proscrit. D'une façon générale, ce que vous pouvez aussi éviter pour voilà, ne pas entrer dans un contexte qui, voilà, s'il commence à devenir un petit peu trop nourri, risque, voilà, de pouvoir constituer les infractions qu'on a mentionnées. Ça va être d'utiliser trop fréquemment ou abusivement des termes qui sont généralement associés au monde médical. Donc, parmi lesquels le terme de patient, peut-être on peut privilégier voilà, le terme de client ou si on trouve que ça fait trop commercial, le terme de consultant, personnes qui viennent vous consulter. Éviter peut-être aussi le terme de thérapie, voilà, qui est là aussi qui sous-entend effectivement une forme de guérison. Donc on peut parler davantage d'outils, de méthodes, d'accompagnement. Éviter également les références à la douleur en sous-entendant que vous allez soulager les douleurs.
Là aussi, la douleur, elle est associée un peu intrinsèquement quand même à la maladie. Donc, vous pouvez un petit peu davantage voilà, aller mettre en valeur le fait que vos outils permettent une meilleure gestion de cette douleur. Donc là, vous n'êtes pas sur l'idée d'une guérison. Utiliser pareil hein, le terme de maladie pour dire ce que vous allez pouvoir améliorer, c'est risqué. Le terme de guérison aussi est très risqué parce que là aussi on empiète sur le terrain un petit peu de la garantie du résultat. Le terme de soigner également. Voilà, et tout ça, donc si ça commence à être un petit peu trop utilisé, bah, ça crée tout un contexte qui va vraiment permettre de mettre en évidence les infractions. Un cas un petit peu particulier, mais qui mérite d'être mentionné, c'est le cas du massage, parce que voilà, on a le sujet qui est monté jusqu'à la Cour de cassation hein, quand même, parce que voilà, le terme de massage voulait comment dire, l'ordre des kinés souhaitait que ce terme ne puisse pas être employé par des praticiens dans le domaine du bien-être. Bon, la Cour de cassation n'aura pas donné complètement raison, dans le sens où ce terme peut continuer à être utilisé, mais par contre, ça doit être bien clairement établi que ce massage est un massage de bien-être et non pas un massage ayant une quelconque vocation thérapeutique, parce que celui-ci est réservé donc aux kinésithérapeutes. Et donc toute mention n'allant pas dans ce sens-là, eh bien pourrait donner lieu à des sanctions. Ensuite, pratique à proscrire également, bah, c'est de sous-entendre que les diplômes ou les certifications que l'on a obtenues sont des certifications officielles émanant de diplômes d'État, alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, il s'agira d'avoir une parfaite transparence sur les diplômes qu'on a obtenus, mais également leur nature. Voilà, pour ne pas laisser sous-entendre que ce sont des diplômes reconnus par une autorité publique, alors que ce n'est pas le cas. Alors les pratiques à favoriser, hein, eh bien, ça, pour se protéger aussi hein, en amont, eh bien, ça va être toutes les pratiques qui vont consister sur son site internet, sur ses supports de communication, de bien préciser eh bien, que la discipline que l'on exerce est une discipline non conventionnelle et de préciser également que cette discipline est un complément à la médecine classique et qu'elle ne saurait en aucun cas se substituer à la consultation d'un médecin et qu'elle ne saurait en aucun cas se substituer eh bien, à un traitement médical. Voilà. De la même façon, donc sur votre communication, vous pouvez mettre l'accent sur le fait que voilà, votre accompagnement permet voilà, d'améliorer à certaines vertus, qui permet de constater un mieux-être, sans jamais parler de guérison. On l'a dit, vous pourrez employer aussi le terme de praticien, peut-être plutôt que celui de thérapeute, pour éviter là aussi que ça prête à confusion. Et également sur vos supports de communication, être très clair et très transparent sur la nature de vos diplômes et de vos certifications. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que tous ces éléments vous auront été utiles et je vous souhaite ce qu'il y a de plus merveilleux pour la concrétisation de votre magnifique projet.